Et avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques petites informations. Donc, nous sommes ensemble pour 1 heure. On va s'autoriser à déborder un petit peu si jamais les questions-réponses étaient un peu nombreuses. Donc, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Ce webinaire est enregistré. Donc, vous recevrez à l'issue du webinaire à la fois le diaporama et puis l'enregistrement. Et pour le dérouler, donc, nous allons avoir une première séquence avec nos 3 intervenants pour une durée de 45 minutes environ, pardon, et puis une séquence questions-réponses. Pour les questions-réponses, on va vous inviter à les poser dans le petit module qui s'appelle Q et R. Et donc là, on aura un regard, nous, les intervenants, sur ces questions et on pourra les reprendre à l'issue des présentations. Et vous avez un module discussion donc, qui nous servira à vous partager des liens et vous pourrez aussi en partager tout au long des présentations. Donc ce webinaire, nous l'avons ouvert donc à tous. Donc c'est un webinaire de Plantécité, mais ouvert à tous les utilisateurs à la fois du barème et puis plus largement aux professionnels de la nature en ville et des espaces verts qui travaillent et qui s'intéressent donc au sujet de l'arbre. Donc, il est intitulé Le barème de l'arbre, VIBED, mise en œuvre, actualité et perspective. Ça fait 2 ans que l'outil est lancé. Donc, il a été créé par Plantécité, le CAUE de Seine-et-Marne, donc CAUE, Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de Seine-et-Marne, et de l'association Copalm. C'est un outil qui a été financé par l'interprofession Valor et par l'association Sequoia. Donc, ça fait 2 ans qu'il est lancé. On a fait une enquête pour justement avoir des retours et centraliser les questions qui se posent autour de l'utilisation de cet outil. Et c'est un peu l'objet de ce webinaire. Et nous avons donc 3 intervenants pour l'association Copalm, donc François Frétet, qui travaille également à Nantes Métropole, qui est responsable du service arbres et canopées de la direction Nature et Jardin. Et donc pour l'association Copalm, Pauline Lai, donc qui est chargée de mission à Plantécité, en charge aussi de la coordination scientifique à Plantécité, et puis Augustin Bonardo, donc qui est arboriste conseil au CAUE de Seine-et-Marne. Et je vais laisser la parole sans plus tarder à Pauline. Merci Ludovic. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre aussi nombreux pour ce webinaire sur le barème de l'arbre. Voici le déroulé de l'heure que nous allons passer ensemble. Nous allons commencer par vous parler de ce barème, le présenter rapidement ainsi que son historique, puisque Ludovic l'a rappelé, il a été lancé il y a 2 ans et il y a eu encore du travail avant ça. C'est François Frétet qui va parler de ce sujet. Ensuite, je reprendrai la parole pour vous donner quelques résultats tirés de l'enquête passée l'an dernier auprès des utilisateurs. Quels sont les retours que vous nous faites? Est-ce que vous rencontrez des difficultés ou bien quels points positifs vous faites remonter? Ensuite, nous parlerons de 2 cas d'usage. François Frétet reprendra la parole pour parler de toute la procédure depuis l'identification des dégâts jusqu'à l'indemnisation qui a été mise en place à Nantes Métropole. Et Augustin Bonardo nous parlera de la mise en œuvre du barème sur l'espace privé. Ensuite, nous conclurons sur ce qu'on envisage pour l'avenir, pour le barème VIBED et de quelle manière vous, utilisateurs, vous pouvez vous impliquer et rester informés. Et puis, nous poursuivrons sur des questions-réponses avec vous. Donc, n'hésitez pas à nous questionner via le module Q et R. Je passe la parole à François pour cette première partie. Bien, bonjour à tous. Donc, comme ça a été rappelé, le barème VIBED a été lancé en septembre 2020. Il s'inscrit dans l'élaboration d'une publication de l'association Copalm, qui est le Memento de l'arboriste volume 2. Et donc, sur la frise, vous voyez que l'élaboration de ce memento a commencé il y a 10 ans et normalement, sa parution est fortement envisagée pour cette année 2023. Et en vert, vous avez les années qui ont été consacrées à la préparation du barème, avec un premier travail entre les associations Copalm et CAIE, puis après l'élaboration d'un partenariat avec Plantécité,
qui nous a permis d'obtenir un calculateur qui est donc automatique, qui est en accès libre et gratuit sur Internet avec une adresse Internet dédiée qui vous est présentée là, et un site Internet qui permet à l'utilisateur de pouvoir élaborer et archiver ses rapports d'évaluation des arbres. Donc, les contenus, si vous êtes utilisateur, vous les connaissez déjà, donc on les rappelle rapidement. Il y a des notices d'utilisation de chacun des deux barèmes, vie et bed. Il y a des référentiels détaillés qui vous permettent de comprendre tout le détail de la manière dont ont été générés les différents critères et la manière dont ils sont évalués. Vous avez une petite checklist permettant de savoir ne rien oublier avant d'aller sur le terrain. Vous avez une fiche arbre en question qui rejoint de nombreuses autres fiches arbre en question qui sont disponibles sur le site du CIE, et cette fiche-là est consacrée à la mesure des arbres, de manière à pouvoir rappeler les standards de mesure, de manière à homogénéiser la prise des données. Vous avez une délibération type qui vous est proposée, vous avez les conditions générales d'utilisation, et vous avez donc la possibilité d'avoir accès à la création d'un compte personnel, et vous avez également une newsletter. Donc, une illustration, ici c'est un platane de Toulouse, là où je travaillais précédemment, une évaluation à 9 000 €, vous voyez, un platane adulte dans un contexte urbain classique. Et donc, j'ai fait quelques simulations pour voir la manière dont cette valeur évoluerait en fonction de la variation de l'un ou l'autre critère. Donc, premier élément, c'est si cette platane identique était située à Cadour, qui est une petite ville de Garonne d'environ 1000 habitants, vous voyez que la valeur serait diminuée de 14%, puisque l'une des logiques du barème a voulu dire que la valeur d'un arbre était proportionnelle à la densité de la population. Ensuite, si l'arbre était situé dans une zone classée en espace boisé classé, à ce moment-là, sa valeur augmenterait, et là, dans le cas présent, elle serait augmentée de 8%. Enfin, si l'état de tenue mécanique de l'arbre était moins bon que le platane qu'on a en photo, à savoir si l'arbre était attaqué à son pied par un ganoderme, qui est un champignon minivore qui détruit les racines, à ce moment-là, la valeur globale de l'arbre serait affectée d'une diminution de 33%. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est que si ce n'était pas un platane, mais si c'était un élanthe, ben, vous voyez que la valeur serait augmentée. Donc ça a à peine un commentaire, c'est-à-dire que l'élaboration de la valeur de l'arbre est basée d'abord sur le prix de vente d'un arbre en pépinière, et dans ce cadre-là, la valeur, le prix d'achat d'un élanthe en pépinière est supérieur à celui d'un platane, et comme ce critère joue de manière prépondérante dans l'élaboration de la note, vous voyez qu'on aurait ce résultat qui peut sembler contre-intuitif et un peu paradoxal, d'une augmentation de la valeur de 19%. Voilà, une autre donnée qui est générée par l'évaluation de la valeur de l'arbre, c'est ça, c'est-à-dire c'est la dimension des zones racinaires. Donc, je dis très rapidement, mais ça nécessiterait d'avoir un autre exposé sur l'utilisation que l'on peut faire de cette donnée-là. C'est-à-dire qu'on a distingué une zone racinaire très sensible et une zone racinaire sensible, qui sont des zones dans lesquelles on a une forte probabilité de rencontrer des racines. Et donc, c'est une donnée très intéressante qui permet notamment de bien moduler la manière d'intégrer des arbres dans des aménagements. Maintenant, en photo, une autre manière de présenter les différents critères qui sont intégrés dans l'élaboration de la valeur d'un arbre. Vous avez des arbres marquables, avec un arbre avec une petite statue. Vous avez au milieu, en haut, les désagréments. Ici, c'est un sorbet des oiseleurs avec des fruits qui viennent salir et rendre glissant le trottoir qui est en dessous. En haut, à droite, vous avez un robinier qui est un peu torturé, qui est toujours vivant, mais qui supporte beaucoup de vie, avec notamment des mousses et des plantes variées. En bas, à gauche, vous avez l'intégration, la prise en compte et le rôle que joue l'arbre dans le paysage.
Et en bas à droite, vous avez un magnifique tilleul taillé en tête de chat. Et donc, notamment, la qualité de la conduite aérienne fait partie, et y compris d'ailleurs également les charges d'entretien. Ça, ce font partie des critères qui sont pris en compte dans l'élaboration de la note. Tout ça pour dire que, par rapport au barème précédent, nous avons cherché à élaborer un barème qui tienne le plus en compte les différentes dimensions et attentes et besoins que l'on a des arbres aujourd'hui. Alors, au niveau des limites de ce barème, les arbres morts, comme celui qu'on a en photo, ne sont pas évaluables selon le barème. On a une certaine dimension limite également. Le système ne permet pas d'évaluer des ensembles d'arbres. C'est une question sur laquelle on reviendra à la fin du webinaire. Il ne permet pas non plus pour l'instant la saisie en masse. La durée de validité de la valeur vie est d'1 an. Le système est conçu pour évaluer des dégâts qui ont moins de 6 mois. Il n'est uniquement valable que sur le territoire français métropolitain et il fait référence à un peu moins de 2000 taxons qui sont ceux de la base de données VGBase de Plantécité. Et les prix en pépinière ne sont connus que pour 2/3 des arbres-tiges et que pour 1/3 des CP. Mais il y a un système permettant de s'affranchir de la non-connaissance de ces prix avec des systèmes qui vous sont proposés dans le calculateur. Et donc ça, c'est par rapport aux usages du barème. Vous avez ici les résultats de l'enquête, dont Pauline va détailler les résultats après. Donc vous voyez que assez logiquement, il y a beaucoup d'usages qui sont liés à la protection, que ce soit la protection réglementaire, la protection dans les marchés, la protection dans les questions des aménagements. Vous avez également la simulation des impacts de l'élagage, qui est une chose aussi auquel on avait pensé et on est assez satisfait de la retrouver ici. L'intégration de la valeur dans les plans de gestion ou pour défendre des budgets d'entretien. Voilà, donc ça montre que les usages qui sont constatés ici correspondent assez bien à ce que l'on avait imaginé comme usage du barème. Merci beaucoup François. Je reprends la parole pour vous parler des retours que nous font nos utilisateurs. Donc ça a déjà été évoqué. L'été passé, nous avons lancé une enquête auprès des 2400 personnes qui étaient à ce moment-là inscrites comme utilisateurs sur le site barèmedelarbre.fr. Cette enquête recoupait les thèmes que vous voyez à l'écran. Comment les personnes ont eu connaissance du barème, quels usages elles en font, est-ce que les collectivités l'ont adopté? Car si on ne nous le signale pas, il est difficile pour nous de capter cette information. On vous sondait également sur l'intérêt d'un club des utilisateurs, voir aussi quelles organisations étaient prêtes à soutenir officiellement le barème. Et puis, des champs d'expression libre nous permettaient de recueillir vos retours spontanés. On a eu 317 réponses exploitables, ce qui est un bon taux de réponse et on remercie beaucoup tous les participants. Donc je vais revenir sur les deux sujets ici en orange. D'abord, en illustrant qui sont les utilisateurs sur la base des réponses à l'enquête et ce qui recoupe aussi les analyses qu'on a pu faire des comptes qui ont été créés sur la plateforme. Nos utilisateurs sont pour 2/3 des publics métiers. Vous voyez des collectivités et des organismes privés. Les collectivités, donc ce sont les services des collectivités qui sont les plus représentés avec les gestionnaires de patrimoine arboré, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, mais aussi des élus locaux qui s'intéressent à cet outil. Chez les privés, ce sont principalement des bureaux d'études, en arboriculture, mais également des entreprises dédiées à l'élagage ou à la conception en paysage. Le dernier tiers est représenté par la société civile. Vous voyez une bonne proportion de particuliers, mais aussi des associations. Et dans les autres acteurs, on retrouve des professionnels de la formation et également des experts judiciaires, des juristes et des assurances, par exemple.
Qu'est-ce que vous nous faites remonter spontanément? Eh bien, beaucoup de soutien et de remerciements, et ça c'est, très précieux aussi, pour nous, pour continuer à nous mobiliser sur ce barème. Vous nous partagez des réflexions, des pistes d'évolution, des corrections, et vous partagez également des difficultés ou des critiques, sur votre expérience, avec ce barème en ligne. Ces dernières, qu'est-ce que c'est? Certains d'entre vous nous signalent, le degré d'expertise nécessaire, pour utiliser le barème. En effet, il faut pouvoir, réaliser l'identification, botanique de l'arbre auquel, on s'intéresse, évaluer son état, physiologique, son état mécanique, ce qui nécessite une bonne connaissance, en arboriculture. Ce qu'on recommande de manière générale, c'est quand on n'a pas les connaissances, une première évaluation au jugé, peut donner une idée, un ordre de grandeur, de la situation face à laquelle on se trouve, et pour faire, valider, l'évaluation, il convient, de faire appel à un professionnel. Ensuite, ce que vous nous remontez, c'est la durée de l'évaluation qui, pour certains, est un peu importante. Et puis des questions plus, techniques sur, la compatibilité avec certains navigateurs et puis l'adaptation à certains territoires. On nous dit que, dans les départements ou dans les communes sur lesquelles le foncier et le prix du foncier est très élevé, le barème, ne chiffre pas, tout le temps suffisamment. Donc ce sont d'autres outils qui sont privilégiés. Et à l'étranger, évidemment, on a des utilisateurs ou des testeurs, de Belgique, de Monaco, d'Espagne, donc là, nos bases de données aujourd'hui ne sont pas, conçues pour, être adaptées à ces territoires-là. Les pistes d'évolution et de correction que vous nous partagez concernent, le fond comme la forme, la méthode et les données, donc faire évoluer les prix de référence, des taxons, le périmètre taxonomique, donc la liste des espèces, des essences que l'on peut, évaluer via le barème, de mieux prendre en compte, l'écologie et enfin la trame dans laquelle s'insèrent les arbres, notamment via l'évaluation des dendromicrohabitats, préciser l'évaluation des états de l'arbre et des risques associés. En termes de fonctionnalité, vous êtes nombreux à nous demander, des possibilités telles que le remplissage automatique, personnaliser le formulaire quand on est toujours sur la même commune, par exemple, pouvoir reprendre ces informations, traiter les données par lot aussi, il y en a qui veulent appliquer l'évaluation à tout leur patrimoine géré, quelques centaines, parfois quelques milliers d'arbres. Donc un par un, c'est sûr que ça prend du temps. Concernant la forme, vous êtes plusieurs à nous demander une application mobile. Quand vous nous partagez des réflexions, ce sont des cas d'usage, des retours d'expérience, des considérations sur la stratégie de communication, disons qu'il faudrait peut-être aller plus à la rencontre de tels ou tels acteurs, notamment les assurances, les juristes. Vous comparez ce barème avec d'autres barèmes et vous partagez des considérations, plus théoriques ou même philosophiques sur la question de la monétisation du vivant et de la place de, cette valeur, monétaire dans l'argumentation pour la sauvegarde des arbres. En majorité, et on vous remercie beaucoup, vous nous manifestez votre soutien en signalant que cet outil, il est accessible, il est rapide, il génère des rapports détaillés qui sont un soutien, important, pour les expertises. C'était un outil qui est utile, qui était attendu, et le service gratuit qui est proposé, est très apprécié. Principalement, ces 2 réactions majoritaires, soutien, réflexion, ce sont les collectivités, les privés, donc les publics métiers qui nous les partagent. Les pistes d'évolution de correction et les difficultés rencontrées, proviennent plutôt des acteurs, particuliers, associatifs et des professionnels, hors professionnels de l'arbre. On observe via l'enquête un fort taux d'adhésion à cette démarche, barème de l'arbre. Ce que vous voyez, donc ici en grisé, ce sont les répondants non concernés, et parmi les répondants concernés, vous voyez en vert qu'on a, une majorité de répondants, qui se prononcent en faveur d'accorder leur soutien officiel au barème Vibed. Donc c'est, quand même faire apparaître la structure sur le site internet du barème comme référence, comme membre, officiel, on va dire, de la communauté, du barème de l'arbre. Donc on va revenir vers les utilisateurs
qui se sont avancés pour cela, de manière à concrétiser ces soutiens officiels dans les prochaines semaines. Vous voyez ici la liste de 35 communes dont on sait qu'elles ont adopté officiellement le barème de l'arbre avec les départements dans lesquels on les retrouve. Donc ce sont autant des petites communes que des grandes, puisqu'elles vont de 1 500 habitants à 500 000. Voilà, donc si vous voudriez voir la vôtre dans cette liste, n'hésitez pas à nous contacter. De la même manière, les soutiens officiels sont aussi des associations, des réseaux professionnels que vous voyez à l'écran, des EPCI, agglomérations et métropoles, des bureaux d'études. Et là, il faut qu'on complète notre liste grâce aux réponses à l'enquête, puisque c'est très important aussi de rester connecté aux entreprises, aux professionnels privés. Si on regarde ce qui se passe directement sur le site internet, en 2022, barèmedelarbre.fr, c'est un peu plus de 12 000 visiteurs, un peu plus de 9 800 rapports vie, plus de 1 500 rapports BED pour l'évaluation de la valeur de l'arbre et des dégâts lorsqu'ils surviennent. Et ce mois-ci, la tendance, voilà, on approche doucement des 3000 utilisateurs avec un tiers d'entre vous qui sont vraiment actifs sur la plateforme, avec 250 visites par semaine. Et ce sont des indicateurs plutôt bons qui montrent votre intérêt et l'usage réel, l'utilité que rencontre le barème de l'arbre pour chacun et chacune d'entre vous. On vous remercie beaucoup pour ces retours qui nous aident à construire la suite et à argumenter aussi auprès de partenaires techniques, scientifiques ou financiers pour l'intérêt de travailler sur cette question. Je repasse la parole à François Frétet pour parler de l'identification des dégâts à l'indemnisation, le processus mis en œuvre à Nantes Métropole. Voilà, merci Pauline. Donc, à Nantes Métropole, le barème, enfin, le principe d'évaluation des dégâts est un principe qui est adopté et intégré depuis longtemps dans le règlement de voirie de la métropole. La modification récente date de la fin de l'année 2021 avec le remplacement de l'ancien barème, qui était un barème de type BEVA, par le barème VIBED. Voilà, mais sinon, le processus, lui, est déjà ancien. Alors, il est rappelé que le code pénal prévoit des sanctions en cas de mutilation et de suppression d'armes sur la voie publique et que, donc, en plus, les dégâts seront évalués selon le barème d'évaluation et possiblement facturés aux contrevenants. Vas-y. Alors, bien sûr, avant d'agir en répression, il vaut mieux privilégier la prévention. Donc ce que je vous présente là, c'est quelque chose d'assez classique, hein, c'est-à-dire, bon, d'une part, l'élaboration d'un guide de la protection des armes qui existe depuis une dizaine d'années, donc annexé au règlement de voirie, dans lequel on a les dispositions d'évaluation des dégâts. L'importance du travail en réseau avec les gens qui sont sur le terrain. Donc, à l'échelle de la métropole, c'est notamment les relais avec les autres services de la métropole et les communes. C'est le fait d'avoir un travail de sensibilisation. Et donc là, c'est le cas en 2023 avec une charte de l'arme qui viendra succéder à une charte de la ville de Nantes de 2006, et également à une charte de la ville de Nantes de 1992. Donc, le travail de sensibilisation doit être répété de manière régulière. Et il y a également quelque chose qui est très important, c'est que dans les pièces des marchés publics, donc notamment les CCAP, les CCTP, il doit y avoir impérativement des clauses décrivant les pénalités qui sont encourues par le titulaire du marché public en cas de dégâts sur des arbres. Donc, le processus est assez classique, hein. Il faut d'abord repérer le dommage, il faut le signaler, après il faut constater, après il faut l'évaluer, il faut après établir un rapport des dégâts, instruire le dossier pour obtenir à la fin possiblement une indemnisation. Et vous voyez que la flèche bleue s'amenuise de plus en plus pour dire qu'entre le signalement et l'indemnisation, eh ben, on a souvent beaucoup de pertes en ligne, ce qui fait qu'on est très loin du compte et on n'arrive pas du tout à obtenir réparation pour l'ensemble des dégâts commis sur un patrimoine arboré. Donc, on va passer en revue chacune de ces étapes. Le signalement, donc, il sera d'autant plus efficace que, comme je l'ai dit précédemment, il y aura une présence sur le terrain. Donc, il est important que
le service gestionnaire puisse mobiliser alors des correspondants arbres, des référents, des collègues de différents services, et qu'il leur donne l'information comme quoi il est possible de signaler des dégâts qui sont commis sur un arbre. Au niveau du constat, donc là, on a distingué 3 cas. Dans le premier cas, l'auteur des dégâts n'est pas identifié et il n'est pas identifiable. Il est parti sans laisser d'adresse. Et donc là, il n'y a pas possibilité d'obtenir, bien entendu, une indemnisation. On peut simplement collecter l'information et l'inscrire au titre de l'évaluation permanente des dégâts causés sur les arbres. Dans le deuxième cas, l'auteur est identifié et il reconnaît sa responsabilité. Et auquel cas, il faut pouvoir attester de cette reconnaissance de responsabilité. Et le service assurance de Nantes Métropole a élaboré une fiche de déclaration donc assignée par un tiers reconnaissant être l'auteur des dégâts. Donc c'est cette fiche-là que l'on lui demande de signer, et c'est vraiment l'élément fondamental sur lequel sera basée après la demande d'indemnisation. Et dans le troisième cas, on sait bien qui c'est, mais il refuse de reconnaître qu'il est l'auteur des dégâts. Et donc là, ça peut donner lieu à un dépôt de plainte et donc après une enquête permettant éventuellement d'obtenir gain de cause, mais c'est moins évident. La troisième étape, c'est une étape fondamentale qui est le recueil des éléments de preuve. Alors, nos collègues juristes, ils appellent ça établir la matérialité de la preuve. Donc, c'est quelque chose de fondamental. C'est vraiment des éléments, alors essentiellement photographiques, mais pas que, mais qui permettent vraiment, d'une part, de bien repérer l'arbre, de faire en sorte que l'arbre qui a subi les dégâts soit bien identifié, que ça soit celui-là et pas un autre. Donc, il faut des éléments en arrière-plan, des éléments de repère, notamment. Après, il faut des éléments permettant d'identifier l'auteur des dégâts, donc tout ce qui va être engin de chantier, immatriculation des véhicules, les logos, les arrêtés de voirie qui attestent de la présence de tel ou tel intervenant sur la voie publique, et puis également après d'attester la réalité des dégâts eux-mêmes avec le plus possible d'éléments permettant de les caractériser, notamment. Et donc, vous avez ici quelques exemples. Alors, en haut à gauche et en bas à droite, vous avez des cas de vandalisme. Donc là, pas moyen d'aller plus loin. En haut à droite, vous avez un engin de location avec les dégâts qu'il a commis en extrayant du sol une énorme racine de tilleul. Donc là, bon, c'était dans un petit village, donc je pense qu'on arriverait sans trop de problème à savoir qui a été aux manettes de la mini-pelle. Et le schéma et la photo en bas au milieu. Donc, ce sont des éléments qu'on était tout content d'apporter à nos collègues du CV Assurance. Et malgré la précision des relevés, ce n'est pas forcément des éléments qui sont suffisants pour pouvoir attester de l'arrêté des dégâts. Ça peut toujours faire l'objet de contestations, même peut-être de mauvaise foi, pour dire non, les dégâts étaient là avant mon intervention. Donc, il faudrait, vous voyez, là, sur le panneau posé au pied de l'arbre, il y a l'arrêté de voirie. Donc là, il faudrait avoir la photo de l'arrêté. Et il faudrait avoir notamment des éléments plus précis permettant d'avoir il faudrait coller un mètre sous chaque plaie, faire la mesure pour pouvoir attester de la réalité des dégâts. Donc, il faut vraiment avoir des éléments extrêmement précis et vraiment de l'ordre de l'incontestable pour pouvoir obtenir gain de cause. Alors ensuite, il y a la phase de l'évaluation des dégâts. Donc là, c'est quelque chose qui est fait par notre service, donc un service dédié à la gestion du patrimoine arboré. Donc il faut donc avoir une capacité de pouvoir mettre en œuvre le barème, et donc bien le connaître. Et donc là, l'expérience montre que le référentiel est vraiment un outil indispensable. On ne peut pas utiliser le barème comme ça de but en blanc. Il faut aller regarder dans le détail, notamment pour la partie d'évaluation des dégâts, la manière dont chaque dégât a été compris, décrit, et la manière dont il doit être renseigné à l'intérieur du barème. Parce qu'il faut lorsqu'on fait cette évaluation, notamment des dégâts, comment dire,
on doit être prêt à pouvoir défendre notre évaluation devant quelqu'un qui pourrait la contester, et donc notre évaluation doit être irréprochable. Donc ensuite, il y a l'étape d'après qui est l'établissement du rapport des dégâts, dans lequel on vient tout récapituler, les circonstances, tous les éléments que l'on peut, et notamment l'évaluation financière de chacun des dégâts et le montant global de l'ensemble des dégâts si un arbre est affecté à différents endroits ou s'il y a plusieurs arbres qui sont impactés. Et bien sûr, l'ensemble des pièces jointes qui peuvent être nécessaires, les photos, les fiches de déclaration, l'arrêté, etc. Et ensuite, on a l'indemnisation. Alors, dans notre cas, à Nantes Métropole, le niveau de la franchise est tellement élevé qu'on ne passe pas par le service assurance. C'est nos collègues du service assurance, pas l'assurance, mais qui font eux-mêmes la demande d'indemnisation auprès de l'auteur des dégâts, d'où l'importance que nous, on leur fournisse un dossier qui soit irréprochable. Voilà, et puis donc après, il y a un titre de recette qui est émis, et après, l'auteur de dégâts, lui, peut saisir sa propre assurance pour y faire face. Voilà. Merci beaucoup François. Passons maintenant la parole à Augustin Bonardo qui va nous parler de la mise en œuvre du barème sur l'espace privé. Bonjour à tous. Donc, je vais vous citer deux exemples d'utilisation du barème VI, donc qui veut dire valeur intégrale estimée de l'arbre dans des domaines privés. Alors, on a le cas d'un notaire qui est très impliqué dans la protection des arbres, qui s'appelle Benoît Hartenstein, qui est établi en Moselle, qui fait partie du groupe de travail sur l'amélioration de la législation des arbres hors forêt, et qui, lorsqu'il fait une vente de biens immobiliers avec une maison et un jardin ou un parc, ou alors lorsqu'il y a un autre type de mutation, un héritage, en fait, il fait l'inventaire de ce qui est dans la maison, donc de la composition de la maison avec ses pièces, salle à manger, chambre, cuisine, etc. Et il fait la même chose dans le jardin, à savoir qu'il inventorie les arbres en indiquant quelle est l'essence des arbres les plus importants, des plus intéressants. Il indique aussi quelles sont leurs circonférences, leur hauteur. Il fait un descriptif des arbres qui sont dans le jardin. Donc, il fait généralement ça pour tous les actes, de façon à sensibiliser les acquéreurs ou les héritiers de l'intérêt que peuvent avoir les arbres dans le jardin. Donc ça, c'est une première approche. Ensuite, il a une intention complémentaire de façon à ce que les gens prennent bien conscience du grand intérêt que peuvent avoir les arbres dans le domaine qu'ils viennent d'acheter. Il s'est rapproché du groupe des experts conseils en arboriculture ornementale, le GCAO, pour voir s'il était possible de donner une valeur intégrale estimée, la valeur vie, à chacun des arbres qui sont dans le jardin ou dans le parc. Bon, bien sûr, il n'est pas question de vendre les arbres, mais la question est de sensibiliser les propriétaires, les nouveaux propriétaires, à l'intérêt de l'arbre et en prendre soin. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui va peut-être se faire. Plus fréquemment, ça se fait à la demande des acheteurs, hein. Mais ça permet de mettre en valeur, de faire prendre conscience aux personnes de la valeur des arbres. Donc voilà pour le premier exemple. Je vais vous présenter le second maintenant. Donc ça, c'est un cas particulier que l'on vient de traiter au CAUE de Seine-et-Marne. En fait, j'ai été contacté par le maire d'une petite commune qui a sur son territoire un château et un parc qui est abandonné. En fait, le propriétaire qui a des gros moyens financiers a fait restaurer ce château un petit peu et puis l'a laissé après. Il a d'autres priorités. En fait, cet espace n'est plus utilisé. Donc, le souci du propriétaire, c'est de vendre au plus cher ce château et la partie du parc qui est urbanisable.
Donc, il est rentré en contact avec des promoteurs qui souhaitent bien sûr, pour rentabiliser le prix de l'achat du château et du parc, construire au maximum de bâtiments et bien sûr associer aux bâtiments des parkings. Donc l'idée, comme cette propriété n'est pas protégée dans le PLU, que c'est une zone à urbaniser, UA, le promoteur peut tout à fait installer ses bâtiments où il le souhaite. Donc, on a vu des projets où une partie des arbres a été abattus, etc. Enfin, le projet de les abattre n'avait pas encore été abattu. Et donc, le maire a été un peu affolé par le sujet, donc elle m'a fait venir. Donc, moi, j'ai fait l'inventaire des arbres qui sont au nord de cette ligne rouge, là, dans la zone UA, pour estimer quels étaient les arbres les plus intéressants qu'il fallait conserver. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait très souvent, essayer de voir où sont les arbres intéressants, où sont les zones où on peut construire. Mais pour appuyer cette démarche, nous avons utilisé la valeur intégrale estimée, VI, pour les arbres qui nous paraissaient les plus intéressants. Donc, on en a identifié une douzaine qui sont repérés en blanc. Et en effet, il y a des arbres, notamment ceux qui sont dans la partie est, 2 gros platanes qui sont numérotés 5 et 6, qui ont une valeur intégrale estimée de 30 000 € à peu près pour chacun. Et on a identifié qu'autour de ces platanes, il y avait aussi des arbres intéressants, les plus intéressants, qui représentent au total une valeur de 140 000 €. Donc, c'est une valeur importante et c'est un moyen complémentaire pour faire comprendre aux investisseurs, aux propriétaires qui raisonnent uniquement côté argent, rentabilité, que les arbres avaient vraiment une valeur. Et donc, on a publié les petites fiches, les petits rapports, là, celui que vous voyez à droite, là, pour un platane. On les a fournis aux élus, aux propriétaires et puis aux promoteurs, de façon à ce qu'ils prennent conscience que les arbres sont intéressants. Vous avez le périmètre de protection qui est défini aussi sur cette fiche et tous les intérêts de chaque arbre avec le petit curseur que vous voyez sur la fiche qui va du rouge au vert et qui indique vraiment les intérêts spécifiques des arbres. Donc voilà, c'est 2 exemples concrets d'utilisation de vie pour faire prendre conscience aux usagers de l'intérêt des arbres. Merci beaucoup, Augustin. On va poursuivre sur le déroulé de notre présentation avec François Frétec qui reprend la parole pour nous parler de ce qui est envisagé pour l'avenir de ce barème VIBED. Alors, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc le barème a été lancé en 2020. À l'époque, en tant qu'auteur, on s'était donné une période de 5 ans avant d'envisager une amélioration, une actualisation. Et donc, il est temps de préparer ce rendez-vous. Et donc, pour ça, on envisage de réunir un comité de réflexion au cours de la présente année 2023, avec, on imagine, des réunions en présentiel assez longues, des réunions de travail, permettant de bien définir pour 2024 le cadrage et le périmètre du projet d'amélioration ou de développement, notamment selon les dimensions qui ont été évoquées par Pauline et qu'elle rappellera après, et également pour faire la recherche de financement de manière à pouvoir être au rendez-vous de 2025 pour pouvoir mener le travail d'actualisation et après de voir là où ça nous mène en matière d'amélioration ou de développement éventuellement de nouveaux outils permettant de développer de nouvelles fonctionnalités. Alors, donc ici, donc en fait, donc on va parler en duo avec Pauline. Donc on imagine et on propose qu'il puisse y avoir à la fois un comité de réflexion et un club des utilisateurs. Donc les 2 instances n'auraient pas la même vocation. Le comité de réflexion, il aurait une durée de vie courte pour accompagner le travail d'amélioration et de développement.
Donc là, nous sommes plutôt à la recherche de personnes qui, d'une part, sont des utilisateurs aguerris du barème VIBED et qui sont des personnes qui seraient volontaires pour pouvoir s'impliquer, partager, réfléchir, en gros, faire le travail que nous avons fait avec le CAE entre 2016 et 2018 pour pouvoir concevoir, puis qu'on a après poursuivi avec Plantécité, pour pouvoir vraiment aller à la racine du dispositif et voir qu'est-ce qui est améliorable, tant sur le plan de l'ergonomie que sur le plan des nouvelles fonctionnalités qui seraient attendues. Sur le club, Pauline, tu veux... Oui, je peux compléter. Donc, sur le club des utilisateurs, en fait, c'est une idée que nous avons tous les trois depuis un moment et qui a été confortée par vos réponses à l'enquête. En fait, tous les utilisateurs, quelle que soit leur fréquence d'utilisation, leur niveau d'expertise, nous rapportent leur intérêt pour un espace en ligne et des rencontres peut-être physiques régulières, afin de partager, de mettre en commun des retours d'expérience et des ressources, de la même manière que François Frétet nous a expliqué tout à l'heure la procédure en vigueur à Nantes Métropole. Eh bien, différents utilisateurs dans les collectivités, dans les bureaux d'études, mettent en place, on va dire, leurs habitudes, leurs documents support pour l'utilisation du barème, et qui pourraient être partagés dans un espace en ligne ou via des discussions régulières. C'est quelque chose qu'on aimerait expérimenter cette année, durant 2023, tout en sachant que tous les 3, nos 3 structures, on a un temps de travail, on va dire, limité à accorder à l'animation d'un tel groupe. L'intérêt, ce serait de pouvoir partager des choses entre utilisateurs également, et que nous également, nous puissions alimenter avec, par exemple, en signalant les nouvelles adoptions et les exemples de délibérations associées, en faisant remonter des cas d'usage, des photos, en permettant des questions entre utilisateurs. Ce qu'on aimerait tester cette année, c'est la création d'un groupe LinkedIn, pour voir si une communauté en fait peut s'animer un peu d'elle-même, avec des interventions ponctuelles de la part des structures porteuses du barème que nous représentons tous les 3. Concernant d'autres exemples plutôt liés à l'activité du comité de réflexion, nous avions pensé côté méthode, c'est des choses qui ont déjà été évoquées durant cette matinée, faire évoluer le périmètre taxonomique, donc la liste des essences, des espèces que l'on peut évaluer grâce à ce barème VIBED. Et examiner la pertinence d'étendre le périmètre géographique d'applicabilité du barème. Comment, en termes de méthode, sur le fond, aller vers l'évaluation de groupes d'arbres, d'ensemble d'arbres. Ça fait partie des premières questions posées. En termes de fonctionnalité, ça a été déjà exposé. Il faudra examiner le traitement par l'eau, les formulaires pré-remplis de manière à faciliter l'utilisation, les exports groupés pour les personnes qui, par exemple, ont 50 rapports vie sur leur tableau de bord et voudraient tout télécharger d'un coup. Voilà quelques exemples. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous indiquer par mail à l'adresse qui s'affiche ici, l'adresse contact@barèmedelarbre.fr, nous indiquer donc quel groupe vous souhaitez rejoindre, sachant que le comité de réflexion se constituera plutôt de gré à gré par échange personnel avec les volontaires, et le club des utilisateurs, par contre, sera communiqué beaucoup plus largement, notamment via la liste de diffusion du barème de l'arbre. Voici pour ces présentations. On va pouvoir passer au temps de questions-réponses. Avant cela, je vous rappelle que le barème de l'arbre VIBED
est une démarche collective. On a déjà mis en avant nos cofinanceurs et puis les 3 structures autrices de ce barème. On peut signaler qu'on a été accompagnés sur le plan scientifique et technique par Corinne Bourgerie et son bureau d'études CITAR, et également par plusieurs membres du conseil scientifique de Plantécité. Et vous voyez sur la colonne de droite toutes les organisations et les experts au sein de, de ces organisations qui nous ont accompagnés pour différents groupes de travail, tests et retests, consultations nombreuses pour élaborer ce barème, et qu'on remercie toujours autant pour leur implication. Merci à tous nos participants. Vous êtes encore 428 à être avec nous. Et on peut passer à quelques questions-réponses. Merci à tous les 3. Juste pour rappeler, on ne va pas pouvoir donner la parole à vous, chers auditeurs. On vous invite à poser vos questions dans le module Q&R. Vous pouvez réagir aussi dans la petite partie discussion. Donc, on va se concentrer plutôt sur cette partie Q&R. Si on n'a pas le temps de prendre en compte toutes vos questions, je pense que c'est ce qui va se passer, on pourra y répondre un peu plus par mail en retour, en accompagnement du diaporama et de l'enregistrement que vous pourrez recevoir. Donc là, je pose la question déjà à Pauline, François ou Augustin, notamment peut-être Pauline, si vous avez déjà relevé des questions auxquelles vous souhaitez apporter un complément. Pauline, je crois que tu en as relevé quelques-unes déjà. C'est le cas, oui. Il y a quelques-unes de vos questions qui reprennent des éléments de contexte sur lesquels on est passé un petit peu vite et qui me semblent importants à rappeler. On nous a demandé, donc, vie et bed, qu'est-ce que c'est exactement? C'est quoi la différence entre les deux? Qui établit la valeur de l'arbre? Alors, pour clarification, vie, c'est le module d'évaluation de la valeur monétaire d'un arbre individuel. On s'intéresse ici au sujet vraiment arbre par arbre. Vie pour valeur intégrale estimée de l'arbre. BED est utilisé, c'est un module complémentaire, le barème d'estimation des dégâts, qui est utilisé dès lors qu'un dégât est identifié sur un arbre, qui peut être dû à un accident, à une dégradation volontaire, sur le domaine public comme sur le domaine privé. Et BED est utilisé pour relever, caractériser, quantifier les dégâts et obtenir un montant assimilable à un dédommagement au titre du préjudice subi suite à la dégradation de l'arbre. Et ce montant est une valeur donnée en euros également et s'exprime en proportion de la valeur vie de l'arbre. Donc, quand on veut évaluer la valeur d'un arbre, on utilise seulement vie. Quand on veut réagir par rapport à des dégâts qui sont survenus, on réalise une évaluation vie sur l'état antérieur de l'arbre avant dégradation, plus le volet bed, applicable aux houppiers, aux troncs et aux racines, pour voilà, caractériser quelle proportion de chacun de ces 3 éléments de l'arbre a été atteinte et quelle proportion de la valeur vie est-ce que ça représente. Cette valeur-là, elle peut être utilisée à la fois comme une simulation suite à une demande de taille ou à une proposition d'aménagement ou de suppression de l'arbre. Elle peut être utilisée suite à une dégradation effective, à la fois à des fins de négociation, comme nous l'a expliqué François également, comme pour exiger réparation face à un sinistre qui est survenu. Ça nous a été demandé aussi qui établit la valeur. On se base comme référence sur les prix des essences en pépinière. Donc on a recroisé 9 catalogues de producteurs français pour avoir un prix moyen des taxons, à la fois les arbres-tiges et les CP, pour servir de base à l'évaluation, et ensuite par un jeu d'indices, de critères qui reprend tout ce qui peut être relevé sur l'arbre sur le terrain. On vient proposer cette valeur vie.
avec l'outil. Donc, c'est une valeur composite qui reflète à la fois le prix du taxon en pépinière et puis la manière dont nous 3 auteurs du barème, on a fixé les curseurs, on va dire, pour produire cette valeur. Pour être opposable et utilisé dans un processus d'indemnisation, il est préférable que l'évaluation soit conduite par un professionnel dont les compétences sont validées, reconnues en arboriculture. Voilà pour quelques éléments de contexte. Est-ce que pendant ce temps, François-Augustin, vous avez repéré des questions auxquelles vous souhaitez répondre à l'oral? Il y a des questions vis-à-vis vis-à-vis des assureurs et vis-à-vis des instances judiciaires. Je vais y répondre. En fait, il faut bien comprendre que ce barème VIBED est un outil qui doit servir d'étalon. L'idée, quand on a créé ce barème VIBED, c'est d'avoir une application qui permet de donner une valeur qui ne soit pas modifiable. Pour l'instant, il y a pas mal de barèmes, enfin, dans le passé, il y avait pas mal de barèmes qui existaient, notamment le barème BEVA, qui est très utilisé par les communes, et chaque commune, chaque département faisait varier le prix de l'arbre en pépinière, faisait varier des périmètres, ce qui fait qu'on avait des montants pour un même arbre qui pouvaient varier beaucoup, et c'était source de discussion avec les assureurs. Donc, l'idée, c'est que vraiment ce système dont on vous donne le fonctionnement soit bloqué et que chacun ne puisse pas faire changer les paramètres. Donc, à partir de là, à partir du moment où beaucoup de communes, notamment des grandes communes, mais aussi des petites, l'auront utilisé, ça va, nous l'espérons, devenir une référence qui sera ensuite adoptée par les assureurs et puis par les instances judiciaires. Donc, nous avons l'intention, dans quelques années, on n'a pas encore défini la date, mais d'aller rencontrer la Fédération des assureurs pour leur dire que maintenant, ce système est une référence, est utilisé par telle et telle ville, et que ça serait bien qu'il l'adopte pour régler les litiges qui peuvent exister. Et puis, nous essaierons de faire la même chose avec les instances judiciaires ensuite. Mais il faut bien prendre ce barème comme un outil qui permet de calculer une valeur. Et voilà. Ensuite, sur le sujet des propriétés privées que j'ai abordé tout à l'heure, en fait, il faut savoir qu'en effet, la bonne solution, c'est de protéger réglementairement avec les textes de loi qui conviennent les arbres sur les sites. Les deux principaux systèmes pour protéger les arbres sur les sites, dans les PLU, dans les plans locaux d'urbanisme, c'est les espaces boisés classés et puis les éléments de paysage, L151-23 du Code de l'urbanisme. En effet, c'est ça qui fait foi. Et sur les espaces privés, en effet, si des propriétaires privés contreviennent aux prescriptions qui sont données dans le PLU, ça, c'est réglé par des contraventions qui sont aussi fixées par la loi. Voilà. Merci Augustin. Moi, je vois quelques éléments de contexte aussi à partager avant de passer à des questions peut-être plus précises sur le contenu de vos deux interventions, François et Augustin. Plusieurs d'entre vous nous demandent si le barème de l'arbre permet d'évaluer les services rendus, la quantité de carbone, le rafraîchissement, l'adéquation de l'arbre aux conditions de sol, aux conditions climatiques. C'est un barème d'évaluation de la valeur et pas d'évaluation des services rendus ou du fonctionnement de l'arbre. Là, je vous renvoie peut-être à d'autres outils. Il y a le module iTree des Américains là, qui a été signalé. Il y a les différents outils Sésame développés par le CEREMA pour l'aide au choix des essences en fonction des services rendus attendus, des services rendus potentiels des différentes essences, en fonction des
des conditions environnementales pour la plantation. Et puis des bureaux d'études experts en arboriculture, en paysage pourront également réaliser des prestations, voilà, d'aide au choix des essences. Il y a beaucoup d'informations également sur l'outil Floriscope, accessible à l'adresse www.floriscope.io, porté par Plantécité. C'est une encyclopédie à la fois de noms de plantes et puis des critères descriptifs des essences utilisées, enfin principalement les essences utilisées pour le paysage. Voilà, quant à l'estimation de la quantité de carbone séquestrée par un arbre, en fait, il faut pouvoir être assez précis dans la mesure de cet arbre-là en particulier, connaître ses dimensions exactes. Ça passe par l'évaluation de la biomasse, donc la quantité de bois, sa densité, la quantité de feuilles, l'estimation de la quantité de racines. Il y a des méthodes qui permettent de faire ça. Elles sont plutôt de l'ordre des méthodes expertes utilisées dans le monde de la recherche. Ce sont des méthodes assez raffinées, voilà, qui, pour être précises, nécessitent pas mal de compétences et d'habitudes pour être réalisées. Voilà, d'autres outils permettent des évaluations moins précises, mais plus accessibles. Je vous invite à faire quelques recherches, notamment sur le site de Plantécité pour voir ce qui peut être adapté à votre situation. François, tu voulais Ouais, je vais compléter? compléter pour la question du carbone, hein, pour bien Oui. préciser que il ne s'agit pas de caractériser cette fonction-là, comme l'a expliqué Pauline, mais plutôt d'intégrer la capacité de l'arbre à stocker plus ou moins du carbone. Et donc, en fait, ce qu'on cherche, c'est à distinguer les arbres les uns par rapport aux autres, notamment de ce point de vue-là, de manière à ce que le barème, comme je l'ai dit tout à l'heure, reflète bien la manière dont on considère les arbres aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on sent bien que, enfin, on le vit tous les jours, hein, le changement climatique, il est là, il est bien présent, il est lié à l'émission notamment du gaz carbonique. Donc, du coup, la fonction de stockage et de piégeage du gaz carbonique de l'air est une fonction importante que l'on reconnaît aux arbres. Et donc, on a voulu l'intégrer à l'intérieur du barème. Et pour ce faire, on a trouvé des systèmes permettant de positionner les arbres de ce point de vue-là. Et donc, c'est ça qui vient être intégré dans la note. Voilà. Mais le barème ne permet pas de caractériser cette fonction-là en termes de, pour un arbre précis, la quantité de carbone effectivement stockée. Merci pour ces compléments. Augustin, oui? Oui, je voulais apporter 2 autres réponses. Il y a pas mal de questions qui sont posées sur le rôle de l'arbre vis-à-vis de la microfaune, etc. Donc, des questions très précises sur les essences envahissantes, etc. Il faut bien comprendre que ce système, c'est un système qui permet de calculer la valeur de l'arbre. Donc, on a essayé d'inventorier tous les paramètres qui concernent les arbres, et à chacun de ces paramètres, on a mis un indice qui fait monter ou descendre la valeur. Donc, c'est ça le principe, mais ce n'est pas un outil de diagnostic, ce n'est pas un outil qui permet de faire des diagnostics précis. Ce n'est pas du tout sa vocation. Sa vocation, c'est de donner une valeur financière à partir de tous les paramètres qui caractérisent l'arbre hors forêt. Hein, c'est bien ce principe. Alors, on a été, vous verrez, dans les conditions générales d'utilisation, on a fait appel à un cabinet d'avocats justement pour bien préciser les choses. Quand vous utilisez ce barème et que vous répondez à la question résistance mécanique de l'arbre, vous ne faites pas un diagnostic et les conditions générales d'utilisation précisent bien que ce n'est pas un diagnostic et si l'arbre se dégrade, se détériore, cause des dégâts, on ne pourra pas vous mettre en cause par le fait que vous ayez utilisé le barème de l'arbre. Ce n'est pas du tout un outil de diagnostic, c'est juste un outil qui est fait pour connaître la valeur des arbres. Je peux compléter, Augustin. Dans une des fonctionnalités intéressantes, quand on stocke le rapport d'évaluation, dès lors qu'on a ouvert un compte sur le site internet du barème, il est possible de revenir après coup sur son évaluation, sur le rapport d'évaluation pour le modifier. Donc, on peut très bien imaginer que
il y ait l'évaluation de la valeur d'un arbre avec une première appréciation de son état et qu'après, une autre personne, plus spécialisée éventuellement, puisse venir donner un avis donc plus précis, caractérisant l'état phytosanitaire et l'état de tenue mécanique. Et comme ça, on peut venir affiner la valeur de l'arbre en réintervenant sur les critères qui sont intégrés dans le rapport d'évaluation. Voilà. Donc ça, c'est une fonctionnalité particulièrement intéressante. Alors, il y avait quelques questions, je crois, de précision sur chacune de vos interventions. François et Augustin, on peut commencer peut-être par François. Au final, sur la métropole de Nantes, alors c'est encore récent, mais peut-être que tu pourras nous donner des perspectives. La procédure que tu as présentée, a-t-elle amené réellement à collecter des indemnisations et pour quel volume, quelle quantité de dossiers et quel volume financier? Alors, je n'ai pas la réponse à la question en termes de volume financier, mais on a au moins un ou deux cas sur lesquels l'indemnisation effectivement a été recouverte par les finances de la ville. Et après, sinon, c'est un système, quand je travaillais à Lille, c'est un système qui fonctionnait de manière relativement courante. C'est quelque chose d'assez classique, de demander l'indemnisation. Par contre, ce que j'ai voulu vraiment démontrer, c'est que même si la procédure est classique, elle est quand même, elle n'est pas complexe, mais elle est délicate, dans le sens où il y a plein d'obstacles qu'il faut savoir franchir et on peut toujours se heurter à quelqu'un qui va dire bah non, c'est pas moi. Et donc, du coup, c'est argument contre argument, preuve contre preuve ou preuve contre contre-preuve. Et c'est là où il faut vraiment être particulièrement vigilant et rigoureux dans le recueil des informations de terrain. Merci pour ta réponse et effectivement, ça recoupe les autres retours d'expérience, côté collectivité, qu'on a pu diffuser. Je vous renvoie à d'autres webinaires et podcasts accessibles via le site de Plantécité. On nous demandait également, donc est-ce que les collectivités peuvent s'inscrire? La question était posée comme cela, donc le barème est accessible, à tous, pour qu'il soit opposable, sur une collectivité, il faut qu'il soit adopté par délibération. Et c'est là où François Augustin, vous pourrez répondre aussi. Quel est le moyen le plus efficace pour utiliser effectivement le barème? Une fois qu'on a adopté par délibération, est-ce que ça a un intérêt particulier de l'inscrire en plus à un règlement de voirie? Et quelles considérations en association avec les différents outils, à la fois d'une commune, à la fois d'une métropole, on peut apporter pour éclairer sur le bon usage, pour donner le plus de poids possible à cet outil? Alors, un premier élément de réponse. Il est tout à fait possible, vu que le barème, il est libre et accessible et gratuit. Donc, du coup, même si une collectivité ou un propriétaire privé n'a pas, comme une copropriété par exemple, même si elle n'a pas adopté officiellement dans son règlement intérieur le barème, ou une collectivité n'a pas délibéré là-dessus, il lui est tout à fait possible d'évaluer les dégâts causés à ces arbres via le barème. Voilà. Et donc, mais par contre, le fait de délibérer permet d'affirmer que la collectivité a choisi ce barème-là, donc on reconnaît la valeur, reconnaît que c'est celui-là qui fera référence et pas un autre. Et d'autre part, ça lui permet surtout de définir les éléments qui vont composer l'indemnisation. Et donc là, on se réfère au travail qui a été fait par la métropole et la ville d'Orléans, qui ont un peu tracé la voie, à mon sens, en mettant tous les éléments qui vont pouvoir être intégrés dans la demande d'indemnisation d'un arbre, dès lors que l'arbre est définitivement perdu. Et donc là, c'est quelque chose qui n'est pas lié au barème lui-même, qui est lié à l'usage du barème et à la manière dont on va réclamer une compensation, une indemnisation. Voilà. Je vous invite à regarder le libellé de la délibération qui est jointe sur le site du barème.
Alors, pour Merci. compléter les Oui, informations que vient de donner François, les oui, informations que vient de donner François, vous avez remarqué que le barème de l'arbre prend en compte les dimensions de l'arbre. Évidemment, un jeune arbre a une valeur plus faible qu'un arbre adulte développé qui apporte beaucoup plus de services. Par contre, les jeunes arbres qui ont été bien plantés en ville et qui ont un grand potentiel d'avenir, s'ils ont été bien, si l'essence a bien été choisie, si les arbres ont été bien choisis en pépinière, s'ils ont été plantés correctement, etc. C'est des arbres qui ont un grand potentiel pour l'avenir. Et le barème de l'arbre, là, donne des valeurs qui sont encore faibles et il est possible qu'elles ne dissuadent pas des investisseurs ou des entreprises qui souhaitent faire des tranchées, etc. Donc, il est absolument indispensable d'associer le barème à une protection réglementaire des arbres sur le site. Donc, il y a beaucoup de communes maintenant, de plus en plus, les grosses communes l'ont déjà fait, mais maintenant des plus petites communes le font l'inventaire des arbres qui sont intéressants sur l'espace public et sur l'espace privé, et puis les protègent en les intégrant dans le PLU, soit en espace boisé classé, soit en éléments de paysage avec le L151-23. Donc là, je sors un peu du sujet du barème, mais c'est très important à faire, juste, notamment pour les jeunes plantations. Il faut absolument définir un périmètre de protection pour que les arbres soient vraiment protégés et il faut donner des prescriptions. L'espace boisé classé ne permet pas de donner des prescriptions. Par contre, le L151-23 permet de donner des prescriptions pour ne pas altérer le pied, ne pas altérer le tronc, ne pas altérer les racines. Donc, tout ça pour vous dire que le VIBED fait partie d'un tout. En fait, il faut une politique globale de protection et de bonne gestion des arbres en ville. Et VIBED en fait partie, comme la législation, comme la communication, comme la sensibilisation, comme la formation des agents, etc. et des élus. merci pour ces précisions très utiles. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses avec différents outils, y compris ce barème et puis les autres outils réglementaires à disposition des pouvoirs publics qui permettent d'anticiper et d'utiliser différents outils donc pour prévenir les dégâts, sensibiliser les intervenants. Ça faisait partie des questions que vous nous posez aussi. Est-ce que le barème est utilisé en prévention et avec quelle efficacité? Oui, bien sûr, dans les phases d'échange avec les différents intervenants, autant chez des chantiers pour des particuliers que argumenter des projets de paysage entre particuliers ou des conflits de voisinage et puis dans des cas comme en collectivité, ce qui a été exposé tout à l'heure. On a reçu beaucoup de questions encore. Vous êtes très actifs dans le chat. On a une cinquantaine de, de questions dans le module questions-réponses. Mais on arrive à la fin du temps qu'on s'était fixé et on ne veut pas vous empêcher de vous diriger vers vos autres engagements. Donc, je vais passer la parole à Ludovic pour conclure. Et dans tous les cas, il y aura une réponse écrite aux questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre ici à l'oral. Donc, surveillez l'information pour le replay. Il y aura des documents joints, dont les réponses aux questions qui n'ont pas été traitées à l'instant. Merci Pauline. Pour compléter, donc effectivement pas mal de questions. Il y a eu des liens de partager dans la discussion. Notamment, on vous invite à aller sur le site du barème, bien évidemment, à vous créer un compte et à consulter l'onglet documentation dans lequel vous allez trouver pas mal de réponses à vos questions donc, qui ont été relevées dans le cadre de ce webinaire. Donc, on souhaitait vous donner quelques perspectives pour continuer à échanger sur le barème de l'arbre et notamment la prochaine Arbo-Rencontre de Seine-et-Marne qui aura pour thème protéger les arbres sur l'espace public et privé, législation et réglementation, donc les nouveautés. Je vais vous partager dans la discussion le lien sur lequel vous pouvez, donc ce sera en juin, pardon, de cette année et vous allez pouvoir vous inscrire à la newsletter si vous souhaitez être informé de la date en temps et en heure.
Est-ce que Augustin, tu veux ajouter un complément sur cette arbo-rencontre? Non, tu as tout dit. On vous précisera le lieu exact et la date dès que le programme sera finalisé. Très bien. Et donc, on peut conclure avec avec les prochains rendez-vous, comme d'habitude, avec Plantécité. Et donc, nous avons un prochain webinaire donc, qui se tiendra donc, le 3 février sur le thème planifier l'intégration du végétal et de la biodiversité dans les sites patrimoniaux. Je vous ai partagé le lien. C'est un webinaire qui sera co-organisé avec l'association Sites et Cités. Nous avons aussi des journées techniques qui arrivent et la prochaine, c'est sur le thème zéro pesticide dans les terrains de sport, donc un autre sujet, et je vous partage également le lien et ce sera le 30 mars à Lyon. Donc vous pouvez voir le programme et puis vous inscrire via le lien que j'ai partagé dans le chat. Et puis une autre journée technique qui suit sur le thème nature en ville et santé et qui se tiendra le 4 avril à Rouen. Et vous avez également le lien pour plus d'informations dans le chat. Voilà, donc le temps est venu bien de remercier les 3 intervenants et partenaires du webinaire du barème de l'art, pardon. Donc François Frétet, Augustin Bonardo, Pauline Laille. De vous remercier, vous, participants, d'avoir été nombreux. C'est rare qu'on ait autant de monde à un webinaire, donc on voit bien que le sujet intéresse et donc on n'a pas fini d'en parler. Donc merci de votre participation et donc tout le monde se joint à moi pour vous souhaiter une bonne journée, une bonne année puisque c'est encore temps et puis on vous dit à très bientôt et on vous recevrez bien sûr le lien vers la vidéo, quelques informations complémentaires ces prochains jours. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à tous.